Dans l'histoire de Warhammer 40 000, il y a un événement pas très important dont peu de personnes parlent, alors qu'en vérité, ce n'est pas rien. L'hérésie d'Horus. Quoi, on n'a plus le droit de rigoler? Bon, plus sérieusement, l'hérésie d'Horus, c'est un détail relativement important de l'histoire de Warhammer 40 000. Et à mon sens, il y a un personnage qui est véritablement le MVP de cet événement, mais qui est bien trop peu considéré et véritablement sous-coté. Je parle évidemment du seul, de l'unique Sanguinius. Oh ça va, je rigole, j'arrête avec Sanguinius. Pour moi, le véritable héros, le véritable MVP de l'hérésie d'Horus n'est autre que le légendaire Saul Tarwitz. Dressons un bref portrait de ce héros. Durant la Grande Croisade, c'était un simple capitaine de compagnie au sein des Emperor's Children. Mais contrairement à ses pairs, il n'avait pas l'ambition de gravir les échelons. Il se contentait amplement de servir son primarque et l'empereur en se battant sur le terrain. C'était ça, pour lui, la véritable fidélité. Mais malheureusement, cet état d'esprit lui vaudra le mépris et l'ignorance de ses pairs, notamment de la part du seigneur commandeur Eidolon, qui finira tout de même par se raviser. Et même si l'histoire de Saul Tarwitz commence bien avant l'hérésie d'Horus, intéressons-nous aux événements qui vont précéder ce tragique incident. Et le début de la fin trouvera son commencement lors de la bataille d'Istvan Extremis. Les Emperor's Children ont pris d'assaut l'avant-poste en s'associant à la Death Guard. Les légions étaient respectivement commandées par le seigneur commandeur Eidolon, le second de Fulgrim, et par le légendaire Nathaniel Garro. Tarwitz était également présent et lorsqu'il s'est retrouvé à l'intérieur de ce qu'il croyait une simple station relais, il a rapidement compris que c'était en vérité un temple. Et le capitaine a repéré une étrange silhouette qui se trouvait au milieu de ce temple. Une femme mystérieuse. Une étrange silhouette qui chantait et qui portait une robe dont les extrémités rappelaient les tentacules d'une créature sous-marine. Alors que Tarwitz se rapprochait d'elle, il n'était pas le seul à tenter de la rejoindre. Son ami, le légendaire capitaine Nathaniel Garro, en faisait de même. Et soudain, la puissance de la mélodie a augmenté à un point tel où la femme a pu s'envoler. Mais la puissance ne faisait qu'augmenter, au point où les notes qui s'échappaient permettaient à la femme de détruire le temple. Cette puissance défiait toute logique et le temple qui tombait en ruine s'effritait. Les morceaux de roche qui chutaient tombaient sur les Astartes de la 3e Légion en écrasant même certains. Alors que le bâtiment s'effondrait, Tarwitz remarqua un corps ensanglanté gisant sur le sol. Et le corps était en train de se faire emporter par la puissance des ondes soniques du champ. Mais ce corps n'était pas celui de n'importe qui. C'était Nathaniel Garro inconscient. Et le capitaine des Emperor's Children n'a pas hésité à aller aider son ami. Il est parvenu à le récupérer de justesse et a pu le mettre en sécurité. Garro mit en garde le capitaine. Il décrivit l'adversaire auquel il faisait face comme étant une chanteuse de guerre. Une femme au pouvoir surpuissant en mesure de démembrer un Space Marine en armure avec la simple puissance de sa voix. Après s'être assuré que son ami était sauf, Tarwitz est reparti à l'assaut de cet adversaire. Il vit alors son supérieur Eidolon qui était sur le point de se faire lui aussi massacrer. Il a alors pris la décision de lui sauver la vie en se jetant sur la chanteuse afin d'attirer son attention. Le seigneur commandeur a ainsi eu la possibilité de l'attaquer à son tour avec sa propre attaque sonique avant de la décapiter. Le second de Fulgrim a alors remercié Tarwitz de son intervention, mais ce dernier restait dans une incompréhension totale. Il se demandait comment l'officier était en mesure de lancer une telle attaque. Après l'affrontement, le capitaine a retrouvé son ami Garro, ravi de voir qu'il allait bien. Malgré leur appartenance à deux légions distinctes, les deux Astartes s'étaient battus si souvent côte à côte que les divergences qu'il pouvait y avoir entre les Emperor's Children et la Death Guard n'avaient aucune importance. Après la bataille, Tarwitz a retrouvé Eidolon à bord de son vaisseau et il avait besoin de réponses. Ainsi, il l'a interrogé sur son cri sonique et son supérieur a accepté de lui accorder une réponse à sa question, même s'il ne s'est pas empêché de rappeler à Tarwitz son statut de simple officier. Le seigneur commandeur l'a alors emmené dans l'apothécarion de son vaisseau, un endroit bien sinistre où il allait rencontrer le personnage le plus sinistre de l'Imperium, l'apothicaire de la 3e Légion, le primogénitor Fabius Bill. Toutefois, l'apothécarion était vide et les deux Astartes ont dû emprunter un passage dérobé qui menait au véritable lieu des travaux de Fabius Bill. L'endroit qu'ils avaient rejoint était rempli de cuves. Des cuves contenant les travaux du sinistre personnage. Des choses vaguement humanoïdes pour certaines, et d'autres qui ressemblaient à un simple amas de chair et d'organes. Là où il n'y avait pas de cuve, on retrouvait des tables d'opération. Et Tarwitz ne voulait même pas prendre la peine d'imaginer les horreurs qui avaient lieu sur ces tables. Le seigneur commandeur a finalement pu présenter Fabius Bill à Saul Tarwitz. Ce dernier se trouvait plus loin dans la pénombre, s'adonnant à une étrange dissection. Bill se révéla être la raison des étranges pouvoirs d'Eidolon, expliquant qu'il avait modifié les rythmes de son processus génétique et qu'il lui avait ajouté un implant trachéal. Saul était en train de comprendre. Le chimiard qui avait obtenu l'autorisation de la part du Phénicien d'altérer la pureté de la souche génétique de la Légion sous couvert d'une pseudo-recherche de perfection. Comprenant ce qui se tramait, Tarwitz n'avait plus l'envie de rejoindre le cercle fermé de son père. Il ne percevait que folie et corruption. Il a alors pris la décision de quitter les lieux.
refusant de ce fait l'offre indirecte du Seigneur Commandeur dans leur quête corrompue de perfection. Peu après ces événements, les Emperor's Children étaient déjà en train de fêter leur victoire à venir sur Istvan III, et Saul Tarvitz marchait toujours à bord de l'Andronius. C'est toujours le même vaisseau, c'est celui des Dolons. En se rendant dans le hall des rites, il allait rencontrer une figure légendaire de l'Imperium. Le seul, l'unique Raylanor. Les deux se sont alors mis à converser, et Tarvitz demanda à Raylanor d'avoir l'honneur de remplacer le capitaine Odovokar qui a été tué sur Istvan Extremis, car c'était lui qui devait transmettre en surface les ordres des Dolons. Décision qui lui faisait renoncer à l'honneur d'être le fer de lance de l'attaque d'Istvan III. Et cette décision n'était pas vide de sens, car Tarvitz trouvait bien étrange la stratégie qui allait être employée pour l'assaut de la planète. Et ça, tout d'abord, car Eidolon n'allait pas le mener lui-même, alors qu'il n'est pas coutumier du fait de ne pas étaler ses prouesses martiales. Mais ce n'était pas la seule chose qui surprenait Saul. Les unités choisies pour composer la première vague d'assaut semblaient avoir été sélectionnées au hasard. Et en y réfléchissant davantage, il comprit le point commun de ces sections. Aucun des officiers favoris d'Eidolon n'en faisait partie. Quelque chose clochait. Raylanor accepta la requête de Saul Tarvitz, comme si ce dernier souhaitait également que le capitaine reste sur le vaisseau afin de poursuivre son enquête. Alors que la première vague des différentes légions de Space Marine avait rapidement écrasé la menace des rebelles sur la planète, ils étaient même parvenus à conquérir la cité Corale, la capitale planétaire. Et Tarvitz, lui, se trouvait toujours à bord de l'Andronius. Et soudain, il remarqua une chose étrange. Depuis que la première vague avait été envoyée, le croiseur avait continué de se déplacer lentement. Et ses soupçons ne faisaient que grandir puisque la seule raison derrière de tels mouvements serait de préparer un bombardement. L'Astartes devait s'assurer que ses pires craintes n'étaient dues qu'à une simple paranoïa de sa part. Et il s'est alors rendu sur le pont dédié à l'armement, et son cœur se glaça. Alors que des milliers de ses frères et de ses cousins se battaient à la surface de la planète au nom de l'Imperium, les canons étaient prêts à tirer. Mais ce n'était pas le pire. Un membre du Mechanicum qui ignorait où résidait la fidélité de Saul lui révéla que les canons étaient prêts à tirer des ogives chargées de sous-munitions virales. Des armes normalement proscrites et si monstrueuses que seul l'empereur de l'humanité lui-même ainsi que le maître de guerre peuvent en ordonner l'utilisation. Il avait compris, toutes ces machinations provenaient d'Horus en personne. Et les doutes qui étaient nés sur Istvan Extremis, cultivés à bord de l'Andronius et confirmés sur le pont dédié à l'armement, se révéla être en vérité des faits glaçants. L'Imperium était en proie à une trahison de masse. C'est ainsi que Saul Tarvitz allait prendre la décision la plus importante de l'humanité, celle d'agir. Malheureusement pour lui, toutes les communications étaient coupées, et malgré qu'il n'ait que les bases les plus rudimentaires du pilotage, il s'est emparé d'un Thunderhawk et s'est précipité à la surface de la planète. L'Andronius avait remarqué son départ et le contacta pour savoir ce qu'il faisait. Tarvitz mentit, affirmant qu'il se rendait sur l'Endurance, le vaisseau amiral de Mortarion, afin d'accomplir une mission de liaison qui lui avait été confiée. Mais Eidolon avait compris. Il avait compris que Tarvitz avait compris qu'il avait compris que nous avions compris qu'ils avaient compris, bref, un truc du style. Le Seigneur Commandeur a ordonné à des chasseurs de le prendre en chasse afin de le détruire pour qu'il ne fasse pas capoter les plans du maître de guerre. Il s'en sortit comme il a pu avant de se retrouver nez à nez avec l'Eisenstein, un bâtiment de la Death Guard dont le capitaine a contacté Saul. Le capitaine du vaisseau n'était autre que Nathaniel Garro, l'ami de Tarvitz. L'Emperor's Children lui expliqua la gravité de la situation et le massacre qu'il essayait d'empêcher. Garro n'en revenait pas, le fils préféré de l'empereur, le plus grand de ses fils. En tout cas pour moi, c'est un top 2. Et ça, c'est pour moi. Il refusait de croire qu'Horus Lupercal fomentait une trahison de la sorte. Tarvitz supplia Garro de le croire au nom de leur amitié et de l'honneur. Lorsque le capitaine allait se faire détruire par les chasseurs, l'Eisenstein a abattu les vaisseaux aux trousses de Saul. Il avait finalement cru en son ami. Les deux frères de cœur se sont alors adressés un dernier encouragement, un encouragement qui sonnait comme un adieu. Car Tarvitz lui allait rejoindre la cité Corale tandis que Garro de son côté allait rallier Terra le plus vite possible afin de prévenir l'empereur. Une action qui allait changer le cours de la guerre civile qui s'annonçait. À peine arrivé sur la planète, Tarvitz s'est retrouvé nez à nez avec l'un de ses plus proches frères, un Astartes qu'il considérait comme un véritable ami. Lucius. Ce dernier, ravi d'annoncer à son frère la prise de la capitale de ses propres mains, a vu son excitation être calmée par l'annonce de la trahison. Ainsi, les deux Emperor's Children se sont chargés de prévenir les légions présentes. Les World Eaters pour Tarvitz et les Sons of Horus ainsi que la Death Guard pour Lucius. Ce dernier a d'abord eu du mal à le croire, mais il s'est finalement laissé convaincre par la détresse de son ami. Pour Saul, tous les Astartes devaient à tout prix se mettre à l'abri afin d'éviter le bombardement qui se profilait. Malheureusement pour le capitaine, les cousins qu'il devait prévenir n'étaient pas véritablement les plus attentifs. Si bien que les World Eaters qu'il retrouva, menés par le capitaine Erlen, l'ont accueilli avec une moquerie. Mais l'heure
était pas aux plaisanteries. Tarvitz mentit aux fils d'Angron en leur disant que les Istvaniens avaient une arme biologique avec lesquelles ils comptaient les bombarder. À contre-cœur, le capitaine des World Eaters a fini par écouter l'Emperor's Children, énonçant tout de même que si ce dernier mentait, il le tuerait. Bah ouais, la légendaire sympathie des World Eaters. Mais l'essentiel avait été réalisé. Ils étaient tous à couvert lorsque le bombardement commença. Malheureusement, malgré l'action courageuse de Tarvitz, des milliards d'habitants et de très nombreux Astartes ont trouvé la mort. Et l'environnement d'Istvan III fut souillé à tout jamais. Alors que le bombardement venait de se conclure, il savait que ce n'était pas fini et il empêcha ses cousins de sortir. Car la procédure voulait que lorsque le virus soit dissipé, les batteries de croiseurs devaient faire feu sur la planète afin de s'assurer que le travail soit bien fait. Et une fois de plus, le capitaine ne s'est pas trompé. La procédure fut minutieusement suivie par Horus. Et la planète fut de nouveau bombardée, déclarant de manière symbolique que la galaxie allait brûler et que l'hérésie venait de commencer. Une fois que le bombardement fut fini et que les World Eaters ainsi que Saul Tarvitz sont sortis de leur abri, le capitaine des Emperor's Children n'a pas eu besoin d'expliquer ce qu'il se passait. Erlen avait compris que le maître de guerre ainsi que son propre primarque Angron les avait trahis. Alors Saul se contenta d'acquiescer. Soudain, un détachement colossal de World Eaters débarqua sur la planète. Une troupe menée par Angron en personne. Cet assaut avait pour but de venir achever les Space Marines qui auraient survécu à ce bombardement. Le capitaine des World Eaters somma à Tarvitz de quitter les lieux. Ordre qu'il écouta à contre-cœur car son devoir n'était pas encore accompli. Alors qu'il quitta la zone de massacre, il vit ses cousins se faire massacrer par leur propre père. Un carnage d'une violence telle que la fureur du primarque terrifia le courageux capitaine. Saul savait ce qui lui restait à faire. Il devait rallier les autres survivants afin de tenir tête aux forces dissidentes. Bâtissant les défenses de la cité chorale, il devint le chef de la résistance organisant la dernière danse des derniers loyalistes d'Istvan III. Aux côtés de Jarviel Loken, Tariq Torgadon, ainsi que son frère en qui il avait le plus confiance sur la planète, Lucius. Alors que les forces d'Eidolon se dirigeaient vers les résistants, Tarvitz savait qu'il devait tenir le plus longtemps possible afin que Garo puisse rallier Terra et que les défenses de l'Imperium puissent être bâties. Et Saul ainsi que les autres résistants sont parvenus à tenir Eidolon en échec pendant près de 2 mois. Après des semaines de luttes incessantes, les Terminators du Seigneur Commandeur sont parvenus à traverser le périmètre de défense de Tarvitz. Et de nombreux loyalistes se sont fait abattre par la percée. Saul ordonna le repli vers une autre zone de défense où d'autres barricades les attendaient. Quant à lui, il remarqua que les Terminators provenaient de la zone dont Lucius était en charge de la défense. Inquiet pour son ami, Tarvitz brava tous les dangers pour rejoindre son frère. Lorsqu'il arriva sur les lieux, il découvrit un grand nombre de corps de loyalistes morts. Et alors qu'il cherchait désespérément celui de son ami, il remarqua que les Astartes n'avaient pas été éliminés par des projectiles mais par une lame. Après avoir constaté ceci, il vit que Lucius était vivant et en train de se lacérer le visage avec du verre. Dans un élan de lucidité, Tarvitz demanda des renforts avant de confronter le frère qui venait de le trahir. Lucius était jaloux de la renommée qu'il avait pu obtenir en devenant chef de la résistance, arguant que ça aurait dû être lui à sa place. Mais par-dessus tout, il ne comprenait pas comment il avait pu refuser l'offre d'Eidolon et de Fabius Bill, voyant cette recherche de la perfection comme la meilleure chose qui pouvait leur arriver. C'est ainsi qu'il avait contacté le Seigneur Commandeur pour réintégrer la 3e Légion en échange du passage à travers les défenses qu'il tenait. Et c'était à cause de ça que les Terminators avaient surpris Tarvitz. Un duel a alors éclaté entre les deux frères maintenant ennemis. Mais Saul savait qu'il n'égalait pas les talents d'épéiste de Lucius. Il s'est alors saisi d'un poignard supplémentaire afin de mettre toutes les chances de son côté. Malheureusement pour lui, le talent de Lucius était bien trop grand. Il prenait Tarvitz de haut et parait ses attaques de manière nonchalante. Il se faisait blesser à chaque nouveau coup. Lucius s'assurait de le faire atrocement souffrir sans qu'il puisse mourir. Lorsque le traître décida qu'il s'était suffisamment amusé, il se rua vers lui pour l'exécuter. Mais si la supériorité de Lucius dans le duel à l'épée était écrasante, ce n'était pas la seule composante du combat. Saul lâcha son épée et se jeta sur Lucius, lui assénant un énorme coup de poing au visage. La violence du coup mit le duelliste au sol et Tarvitz continua de le frapper. Ses coups n'étaient pas seulement alimentés par la colère, mais aussi par la tristesse d'avoir perdu un nouveau frère aux griffes de la trahison. Lorsque les renforts de Tarvitz sont finalement arrivés, il leur a ordonné de faire feu sur Lucius. Mais ce dernier, bien qu'il se soit fait toucher, fut en mesure de fuir. Tarvitz était grièvement blessé, même un apothicaire ne serait pas en mesure de le soigner. De toute façon, il sentait que la fin était proche.
Cette résistance qui durait depuis des mois allait arriver à son terme. Le dernier assaut des traîtres sonna. Mais Tarvitz et ses frères refusèrent de plier le genou. Et la propre épée de Saul avait été à l'origine du trépas d'un nombre colossal d'Astartes renégats. Au cœur de la bataille, l'ancien capitaine des Emperor's Children vit au loin le seigneur commandeur Eidolon massacrer des résistants avec son marteau. Saul n'a pas hésité et s'est jeté dans la mêlée malgré ses blessures afin de terrasser son ancien supérieur. Pris par la peur, Eidolon a battu en retraite avec les renégats à la vue de Tarvitz. Les partisans de l'empereur avaient de nouveau remporté une victoire sur leurs anciens frères. La centaine de survivants s'est alors rendue sur le toit du palais du maître de cœur, assistant au chaos qui ravageait la planète. Aux côtés de ses véritables frères, des Luna Wolves, des Emperor's Children et même certains World Eaters, Saul Tarvitz constata l'arrivée encore plus massive de forces renégates. Les traîtres envoyaient tout ce qu'ils pouvaient. Des Land Raiders, des Rhinos et les forces des 4 légions s'assuraient d'encercler le bâtiment. Mais ce n'était pas le pire. Ils ont vu l'arrivée du monstrueux titan Imperator Dies Irae de la Legio Mortis être déployé et venir vers eux. Ce dernier ouvrit le feu et fit de nombreuses victimes parmi les survivants. Mais ils restaient tout de même debout, prêts à mourir. Mais ils étaient surtout victorieux. Ils savaient qu'ils avaient porté un grand coup au maître de guerre, le retardant et donnant la possibilité à l'Imperium de découvrir l'empereur de la trahison et se préparer pour la guerre à venir. Afin de conclure les événements horribles ayant eu lieu sur East 23, le maître de guerre envoyait une ogive pour s'écraser sur le palais et les loyalistes survivants. L'ancien capitaine leva les yeux au ciel voyant la fin s'approcher. Il savait que son heure était venue, mais il partit le cœur léger avant de se faire pulvériser par la bombe. Ainsi se finit l'histoire de Saul Tarvitz, le premier des loyalistes. Alors franchement, c'est une dinguerie comment l'histoire de Saul Tarvitz, elle est exceptionnelle. Je trouve qu'il y a vraiment un gros comparatif qui peut être fait avec l'histoire de 300, avec d'un côté le combat qui peut pas être remporté mais qui sert juste à gagner du temps avec une trahison en plus. En tout cas, l'histoire c'est du 10 sur 10. Saul Tarvitz c'est du 10 sur 10, c'est vraiment un personnage incroyable. Je te remercie pour ton temps, n'hésite pas à t'abonner. Salut.